Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. C'est Khadija Faraj. On va aborder aujourd'hui le cours de l'acidocétose diabétique. Comme vous voyez dans le titre, c'est un cours qui est très important. Donc, on va aborder aujourd'hui la physiopathologie de l'acidocétose diabétique, ainsi en dernier la prise en charge et le traitement. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas surtout à s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste, mettre un petit like. Et vous trouverez le lien de mon Instagram et de ma page médicale dans la boîte d'infos ainsi que dans le premier commentaire épinglé. Et c'est parti. Donc on va utiliser aujourd'hui cette diapo que je trouve simple et facile à comprendre. Et c'est parti. Alors, introduction, donc c'est un motif fréquent d'admission aux urgences et en réanimation. Donc vous voyez qu'il représente 4 à 9% des causes d'hospitalisation des diabétiques. Donc vous comprenez bien que cette complication est l'une des complications aiguës du diabète. Donc vous savez que le diabète a des complications qui est à longue terme, c'est comme par exemple les rétinopathies, etc. Et vous savez que le diabète a des complications aiguës comme l'hypoglycémie et l'acidocétose diabétique qui représente la complication que je trouve la plus grave du diabète, d'accord? Donc c'est l'une des complications du diabète. Problème de santé publique majeur dont l'incidence augmente régulièrement et le pronostic peut être mis en jeu en absence de traitement bien conduit avec une mortalité non négligeable proche de 5% s'il n'y a pas une prise en charge urgente. Alors comme introduction, la gravité de cette complication rend, donc vous voyez bien qu'il a utilisé le mot complication parce que c'est une complication d'une autre pathologie qui est le diabète. Ça sous-entend donc que les personnes qui sont normaux ne développent pas généralement une acidocétose diabétique. Alors, rend la connaissance de sa physiopathologie essentiellement à la bonne conduite de son traitement. Donc, si on comprend bien la physiopathologie de cette pathologie ou cette complication, donc on va bien entendu comprendre la prise en charge et bien éventuellement le traitement. Pour rappel physiologique, comme rappel physiologique, alors comme vous savez que le diabète est défini par une glycémie supérieure à 7 mmol par litre. Donc je préfère en grammes par litre, c'est 1,26 grammes par litre, d'accord? Donc si on mesure la glycémie à jeun et on la trouve supérieure à 1,26 grammes par litre, donc ça définit notre hyperglycémie et ça définit notre diabète. Ou une glycémie supérieure à 11,1 mmol par litre, ce qui est l'équivalent de 2 grammes par litre, soit à n'importe quel moment de la journée, d'accord? Impossible que notre glycémie sera supérieure à 2 grammes par litre. Si on la retrouve supérieure à 2 grammes par litre, ça définit notre diabète. Ou soit lors d'une hyperglycémie provoquée par voie orale. Donc c'est un test. Donc on donne aux patients d'ingérer une petite quantité de sucre, de glucose. Et après 2 heures, on mesure la glycémie. Si on la retrouve supérieure à 2 grammes par litre, ça définit toujours notre diabète. Et vous savez que le diabète est défini par deux types. Donc le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1 est dû à un processus auto-immun qui détruit les cellules bêta du pancréas et le type 2 est dû à une résistance. Quel que soit le type, l'essentiel, il est défini par une hyperglycémie. Alors rappelons un petit peu les fonctions de cette hormone qui est très importante, qui est le seul système hypoglycémiant de l'organisme, qui est l'insuline. Donc à l'état normal, l'insuline permet le transport de glucose, muscles et tissus adipeux. Ça veut dire que l'insuline fait rentrer le glucose à l'intérieur de la cellule. D'accord? Donc elle fait une hypoglycémie. Donc elle permet le transport du glucose vers le muscle et vers le tissu adipeux, pourquoi pas vers le foie aussi. Elle active la glycogénogénèse. C'est quoi la glycogénogénèse? C'est la production du glycogène à partir de substances qui est le glucose, d'accord? Donc elle active la glycogénogénèse et vous savez que la glycogénogénèse se produit dans deux tissus dans l'organisme. C'est seulement le foie et le muscle qui peuvent faire la glycogénogénèse, inhibe la glycogénolyse. Donc, inhibe le catabolisme du glycogène dans le foie et dans le muscle, parce que le catabolisme du glycogène va produire du glucose et bien sûr l'insuline va inhiber ça. Inhibition de la lipase tissulaire. Donc la lipase tissulaire, c'est l'enzyme qui va dégrader les lipides en acides gras et en glycérol. D'accord? Vous savez que le glycérol peut produire du glucose. Et tout ce qui est glucose, l'insuline, il va l'inhiber, d'accord? Donc il va inhiber la lipase tissulaire, donc il va favoriser la lipogénèse. Ça veut dire la formation de
de lipides. Et il va activer bien sûr la lipogénèse comme j'ai dit. Donc, en cas de carence en insuline, et le mot carence en insuline veut dire une carence qui est absolue, ça veut dire une carence totale. Ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de l'insuline. Donc, il y aura incapacité à métaboliser le glucose libéré, ça veut dire qu'on aura une hyperglycémie. Donc, vous comprenez bien que tous ces mécanismes seront activés. Donc, si l'insuline, elle va inhiber la lipase tissulaire, en absence d'insuline, la lipase va se fonctionner le plus normalement possible, donc on aura une lipogénèse, d'accord. Si l'insuline inhibe la glycogénolyse, donc la glycogénolyse va être activée avec libération de glucose dans le sang à partir de glycogène, donc on aura une hyperglycémie. Si l'insuline permet le transport de glucose, il fait rentrer le glucose à l'intérieur de la cellule. S'il n'y a pas d'insuline, le glucose ne rentre pas à l'intérieur de la cellule, il reste dans le sang et donc on aura une hyperglycémie. Donc vous comprenez bien qu'il y aura incapacité à métaboliser le glucose et en même temps une lipolyse qui est, comprenez bien, incontrôlée. Pourquoi? Parce que l'insuline, c'est lui qui inhibe la lipase. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. L'acidocétose diabétique est la conséquence d'une carence profonde, absolue, totale, en insuline à l'origine. Donc, vous voyez ces trois mots en rouge, c'est ça la définition de l'acidocétose diabétique. Donc, acido, ça veut dire c'est une acidose. Ça veut dire que le pH du sang. Alors voici la définition. Donc on a dit acidocétose diabétique. Donc acidocétose, donc le mot acido, ça veut dire qu'il y a une acidose. Ça veut dire que le pH du sang est inférieur à 0,2. D'accord? Donc le pH est diminué, ça veut dire qu'il y a une acidose. On va expliquer un petit peu plus tard pourquoi elle est métabolique, pourquoi elle est organique, on va expliquer. L'essentiel que le pH du sang est diminué. Cétose, donc on a expliqué déjà l'acido. Le mot cétose, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle les corps cétoniques. On va voir l'origine de ces corps cétoniques, l'essentiel, qu'il y a quelque chose qui s'appelle les corps cétoniques qui sont élevés au niveau du sang. C'est pour ça qu'on appelle cétose. Diabétique, ça veut dire quoi diabétique? On a déjà expliqué la définition du diabète. C'est une hyperglycémie. Donc c'est une glycémie. Mais cette fois-ci, dans l'acidocétose diabétique, comme il y a une carence absolue en insuline, donc la glycémie est supérieure, vous voyez bien, à 2,5 g par litre ou 250 mg par décilitre. Donc c'est 2,5 g par litre. Donc, rappelez-vous la définition de l'acidocétose diabétique, c'est une définition purement biologique. Donc, la glycémie est supérieure à 2,5 g par litre. Il y a une acidose métabolique avec un pH généralement inférieur à 7,2. Et on aura la présence de corps cétoniques dans le sérum. Et même ces corps cétoniques, quand ils sont en excès dans le sang, ils vont être filtrés par le rein. Et donc, obligatoirement, on va les trouver dans les urines. Et on peut les retrouver par les bandelettes urinaires. D'accord? C'est pour ça, chaque fois qu'un diabétique présente une glycémie supérieure à 2,5, il doit faire une bandelette urinaire pour retrouver ces corps cétoniques s'ils sont présents. D'accord? Super. Alors, l'insulinopénie, ça veut dire la diminution de l'insuline, absolue ou relative. Absolue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'insuline, vraiment, c'est une absence qui est totale. Ou relative, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment une diminution de l'insuline, mais il y a certaines pathologies qui entraînent une augmentation du besoin en insuline. Ça veut dire que l'insuline qui se trouve déjà au niveau du corps, malgré qu'il est en quantité normale dans l'organisme, mais l'augmentation des besoins fait que cette quantité paraît plus petite. D'accord? Donc, c'est soit une insulinopénie absolue ou relative. L'essentiel que le corps a besoin d'insuline et il ne le trouve pas. D'accord? Donc, c'est une diminution relative au total d'insuline. Associée à l'augmentation des hormones de contre-régulation, quand l'insuline diminue, c'est logique que les hormones de contre-régulation, ça veut dire que les hormones hyperglycémiantes vont être activées, notamment le glucagon, les catécholamines, le cortisol, les hormones de croissance. Les hormones de croissance, c'est vraiment un rôle accessoire, mais la principale hormone hyperglycémiante, c'est le glucagon. D'accord? C'est le glucagon. Donc, c'est logique qu'ils vont être activés, et ce qui va majorer encore plus l'hyperglycémie. Donc, c'est ça la cause de cette acidocétose diabétique. C'est le point de départ, c'est notre carence en insuline, relative ou absolue.
D'accord? Donc, ça va nous donner l'hyperglycémie qui rentre dans la définition, rappelez-vous, de l'acidocétose diabétique. Donc, c'est le premier point à retenir. Donc, c'est notre hyperglycémie. Par l'intermédiaire de trois mécanismes. Donc, absence de transport insulinosensible de glucose à l'intérieur de la cellule. Il n'y a pas de l'insuline, il n'y a pas de transport du glucose à l'intérieur de la cellule, hyperglycémie. Accélération de la glycogénolyse hépatique. Donc, on aura dégradation du glycogène et libération des molécules de glucose dans le sang. Et troisième mécanisme, augmentation de la néoglycogénèse hépatique, ça veut dire la synthèse du glucose à partir de substrats non glucidiques, comme les acides aminés, comme le glycérol, donc à partir des acides aminés glucoformateurs. Il y a certains acides aminés qui sont glucoformateurs, et ce processus de néoglycogénèse est inhibé par l'insuline. Quand il y a une carence en insuline, ce processus de néoglycogénèse sera activé, on aura production de glucose, libération de ce glucose dans le sang, et on aura une hyperglycémie. La néoglycogénèse hépatique est la principale cause d'hyperglycémie et elle est facilitée par l'augmentation des précurseurs de la néoglycogénèse, l'acide aminé, le lactate et le glycérol, dû aux hormones de contre-régulation. Vous savez que les hormones de contre-régulation sont des hormones catabolytiques. Et l'hormone de l'insuline, c'est une hormone anabolytique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'insuline favorise la synthèse des lipides, d'accord? Il favorise la synthèse de protéines, donc c'est de l'anabolisme, d'accord? Donc c'est une hormone anabolisante. Tandis que, par exemple, le glucagon et le cortisol favorisent la dégradation des protéines et favorisent la dégradation des lipides. Donc ce sont des hormones qui dégradent, ce sont des hormones qui catabolisent, d'accord? Donc on aura augmentation des acides aminés qui forment de glucose qui sera libéré dans le sang. Maintenant, on passe à l'origine de l'acidose et l'augmentation des corps cétoniques. D'où viennent ces corps cétoniques? Alors, en situation de carence insulinique et d'activation des hormones de contre-régulation, la lipase hormonosensible est activée. On a dit que l'insuline inhibe cette hormone, inhibe cette enzyme, désolé. Et en absence de l'insuline, on aura activation de cette hormone. D'accord? Qu'est-ce qu'elle fait cette lipase? Elle dégrade les lipides. Donc, elle dégrade les lipides en acides gras et en glycérol. D'accord? Il y a alors production de grandes quantités de glycérol et d'acides gras libres. D'accord? La surprise que ces acides gras libres sont oxydés dans les mitochondries hépatiques aboutissant à la formation de corps cétoniques. D'accord? Donc, la cellule ne reçoit plus de glucose à cause du manque d'insuline. Donc, on a dit que l'insuline favorise le transport du glucose à l'intérieur de la cellule et cette cellule, elle va faire quoi avec le glucose? Elle va fournir de l'énergie. Et quand il n'y a pas de l'insuline, la cellule se trouve en manque de glucose. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dégrader les lipides pour fournir de l'énergie. Quand elle dégrade les lipides, elle va former du glycérol qui va, avec la néoglycogénèse, former une molécule de glucose qui sera dégradée et par la suite former de l'énergie. Et les acides gras, ils vont passer dans les mitochondries, d'accord? Ils vont former les corps cétoniques. Et ces corps cétoniques sont des acides, d'accord? Donc, vous voyez les corps cétoniques là, la domination, la nomination, mais l'essentiel que sont des corps cétoniques, d'accord? De plus, donc ces corps cétoniques vont passer vers le sang, ils vont augmenter leur taux dans le sang. Donc, ils vont augmenter leur taux dans le sang, d'accord, ils vont passer, et donc on aura une hypercétonémie, et pourquoi pas, ils vont passer dans le sang, ils vont passer dans le glomérule rénal, ils vont être filtrés, d'accord, et on les retrouve dans les urines. Donc c'est une cétonurie, ça veut dire la présence de ces corps cétoniques dans le sang. À l'état normal, il n'y a pas du tout de corps cétoniques ou une faible quantité, mais cette fois-ci, on retrouve une grande quantité de corps cétoniques, que ce soit dans le sang, que ce soit dans les urines. Donc c'est ça le deuxième composant dans notre définition, acidocétose diabétique. On a déjà expliqué l'hyperglycémie, on a expliqué l'augmentation des corps cétoniques. Maintenant, d'où vient l'acidose? On a dit que les corps cétoniques sont des acides, d'accord? Donc on voyait bien dans ce paragraphe, l'accumulation des sauts composés qui sont des acides forts. Ça veut dire quoi un acide fort? Un acide fort, quand on le met dans l'eau, il se dissolue totalement, d'accord? Donc c'est un acide fort et responsable d'une acidose métabolique organique. Pour expliquer ça, je dois vous écrire une équation, d'accord? Très bien. Alors, on a
toujours notre fameuse équation que je répète beaucoup. On a le pH est égal au taux de bicarbonate sur la pression artérielle en CO2, d'accord, fois une constante qui ne nous intéresse pas. Quand on a une augmentation de ces corps cétoniques dans le sang, d'accord, de ces acides dans le sang, alors le bicarbonate, elle va faire quoi? Donc le bicarbonate, c'est la réserve de l'alcalin dans notre organisme. Elle va se lier avec ces acides pour les tamponner. Donc elle va se lier avec ces acides et elle va être filtrée dans le rein. Donc automatiquement, on aura diminution du bicarbonate dans le sang. Quand on aura diminution du bicarbonate, on aura diminution du pH. Donc c'est une acidose, diminution du pH, métabolique. Pourquoi? Parce qu'elle est causée par la diminution du bicarbonate. Rappelez-vous, quand elle est causée par la diminution du bicarbonate, elle est appelée métabolique. Mais quand elle est causée par l'augmentation de la PaCO2, elle est appelée respiratoire. Donc là, c'est une acidose métabolique. D'accord? On a déjà expliqué ça. Pourquoi elle est organique? Parce qu'elle est due à la consommation de ces bicarbonates par une autre chose qui est une acide. D'accord? Si elle est causée, il y a un autre type qu'on appelle l'acidose métabolique minérale. Elle est due par la fuite de bicarbonate dans les urines, par un trouble par une anomalie dans le rein, par une anomalie de filtration du glomérule. Donc le rein laisse passer ces bicarbonates dans les urines. Et donc on aura diminution de ces bicarbonates. Donc ces bicarbonates, ils ne sont pas consommés par quelque chose acide. Là, on l'appelle acidose métabolique minérale. Mais quand les bicarbonates sont consommés par quelque chose acide, on appelle acidose métabolique organique. C'est facile. Donc là, tout simplement, ces corps cétoniques vont consommer notre bicarbonate et causant notre acidose. Alors, on a terminé la définition et on a compris par quel mécanisme l'acidocétose diabétique survient. D'accord? On a dit que l'acidocétose, c'est une hyperglycémie associée à une acidose, associée à une augmentation des corps cétoniques dans le sang. C'est ça la définition. Maintenant, on va voir les conséquences de cette acidocétose sur l'organisme. Et donc, on va voir les signes cliniques. D'accord? Les conséquences, tout d'abord, de l'hyperglycémie. Donc, l'augmentation de l'osmolarité plasmatique. Ça veut dire quoi l'osmolarité? C'est la concentration en ions dans le sang. Quand on a une hyperglycémie, ça veut dire que le sang est très concentré. Ça veut dire qu'on aura une augmentation de l'osmolarité plasmatique. Alors, désolé. D'accord? On aura une augmentation de l'osmolarité plasmatique et avec passage d'eau et de potassium du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. On va expliquer ça toujours par un schéma. D'accord? Donc là, on a notre cellule, nos cellules, d'accord? On a le sang, d'accord? Et on a bien sûr le milieu interstitiel, ça veut dire le liquide qui se trouve entre les cellules. Quand on a une hyperglycémie, ça veut dire que le sang est hyper concentré, d'accord? La cellule va disperser une petite quantité de liquide, d'accord? À l'intérieur de cellules, on a une quantité d'eau, d'accord? Elle va déverser une petite quantité du liquide, d'accord? Pour diminuer un petit peu la concentration. Comme par exemple, une solution qui est très sucrée, pour diminuer l'effet sucré de cette solution, pour rajouter un petit peu d'eau, d'accord? Bien, c'est la même chose. La cellule va déverser un petit peu d'eau vers le milieu. Je ne sais pas ce qui est passé. Donc la cellule va déverser une petite quantité d'eau, d'accord? Et donc, elle va se retrouver, donc on va retrouver un état de déshydratation intracellulaire, d'accord? Ça veut dire que les cellules sont dépourvues d'eau, d'accord? Tellement ils l'ont déversé dans le milieu extracellulaire et bien entendu le sang, d'accord? Très bien. Donc on a, dans un premier temps, une déshydratation intracellulaire. Super. Donc, on a dit le passage d'eau et de potassium. Vous savez que le potassium, c'est le principal anion qui se trouve à l'intérieur, c'est le principal cation qui se trouve à l'intérieur de la cellule, d'accord? À l'inverse du Na+, qui se trouve beaucoup plus en extracellulaire. Donc, on aura passage non seulement d'eau, mais aussi
concentrez-vous bien, le potassium du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Avec pour conséquence, dans un premier temps, on se trouve au niveau d'une déshydratation seulement intracellulaire. Là, l'état n'est pas vraiment grave. Après, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Au seuil de 1,8 g par litre, la glycémie, le glucose n'est pas réabsorbé par le tubule rénal. Le tubule rénal a une capacité de réabsorber le glucose jusqu'à une glycémie qui est égale à 1,8. Au-delà d'1,8, on a dit que la définition de l'acétose diabétique, c'est une hyperglycémie qui est supérieure à 2,5 g par litre. Donc on aura le sucre qui est filtré par le glomérule rénal va être déversé par les urines. D'accord? Va être déversé par les urines. Et par conséquent, on aura une glycosurie. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Le deuxième paragraphe, la glycosurie est à l'origine d'une diurèse osmotique. Quand on a le passage d'eau du milieu intracellulaire, donc du milieu de la cellule vers le sang, donc quand on aura ce passage de sang, il aura une hypertension, ça veut dire une hypervolémie à l'intérieur des vaisseaux. Et donc on aura quoi? La filtration de tout ce liquide dans les urines. Filtration de tout ce liquide dans les urines. Et donc on aura non seulement une déshydratation intracellulaire, mais aussi les vaisseaux vont être dépourvus de ce liquide qui est filtré par les urines. Et donc on aura une déshydratation extracellulaire. Et donc on aura finalement une déshydratation qui est mixte, qu'on appelle aussi la déshydratation globale. Ça veut dire qu'il n'y a pas de l'eau ni à l'intérieur de la cellule, ni à l'extérieur de la cellule. C'est un état qui est vraiment grave. Donc là est à l'origine du diurèse osmotique. Osmotique quoi? Ça veut dire que la diurèse contient beaucoup plus de potassium, contient des cations. Donc on aura perte de ce cation malheureusement dans le sang, dans les urines, et on aura une hypokaliémie dans la majorité des cas. On peut retrouver la kaliémie normale, elle peut même être diminuée ou augmentée, mais le pouls, rappelez-vous ça, le pouls potassique total dans l'organisme en cas d'acétose diabétique est toujours diminué, entraînant une déshydratation extracellulaire qui devient mixte. Parce qu'on a déjà été dans le cas de déshydratation intracellulaire, et donc la déshydratation devient mixte ou globale. Cette polyurie osmotique insuffisamment compensée par les boissons, est responsable d'une hypovolémie. D'accord? Déshydratation est le synonyme d'une hypovolémie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de l'eau à l'intérieur des vaisseaux. Donc diminution du flux sanguin rénal, donc diminution de la quantité du sang qui arrive au rein. Et cette pathologie, on appelle insuffisance rénale fonctionnelle. Ça veut dire que le rein n'est pas touché, mais il y a une diminution du flux qui arrive au rein. Le seuil rénal de glucose sera élevé, ce qui majore l'hyperglycémie. Donc l'essentiel qu'on aura une insuffisance rénale fonctionnelle qui est due à l'hypovolémie. D'accord? Et non seulement il n'y a pas une réabsorption par le rein du glucose parce que le seuil est déjà atteint, et donc on aura une glycosurie par les urines. Maintenant, la deuxième composition, la deuxième composante, c'est l'hypercétonémie. On va voir les conséquences de l'augmentation des corps cétoniques au niveau du sang. Alors, l'élimination des corps cétoniques sous forme de sel, de potassium et de sodium. Donc, quand on aura une augmentation de ce corps cétonique au niveau du sang, l'organisme va essayer de se débarrasser de ces corps cétoniques. D'accord? Et pour se débarrasser de ces corps cétoniques, ils doivent être liés à une molécule de potassium, d'accord, ou de sodium pour être filtrés dans les urines. Donc vous voyez, ça majore notre perte de potassium encore plus et de sodium, responsable de perte de ces deux cations. Parallèlement, l'anion chlore est réabsorbé en absence d'insuffisance rénale. Donc quand il n'y a pas une insuffisance rénale à état normal, on a une absorption du chlore. L'élimination de l'acétone dans l'air alvéolaire caractérise l'odeur acétonémique de l'haleine. Donc l'organisme va essayer aussi de se débarrasser de l'acétone qui est l'un de ces corps cétoniques dans l'air alvéolaire qui va nous donner l'odeur acétonémique de l'haleine. L'acétose va inhiber l'élimination rénale de l'acide urique. L'augmentation de ces corps cétoniques dans le sang va inhiber l'élimination du rein de l'acide urique qui est l'un des déchets qui se trouve au niveau de la circulation générale. Donc on aura une hyperuricémie. D'accord? Très bien.
La troisième composante, c'est l'acidose. Donc, c'est l'augmentation, c'est la diminution du pH du sang. Donc, l'acidose métabolique. Quelles sont les conséquences de cette acidose? Premièrement, on aura une dépression respiratoire. Rappelez-vous de l'équation. Donc, on aura le pH est égal bicarbonate sur la PaCO2. Quand on a diminution du bicarbonate, diminution du pH, ça définit notre acidose métabolique. Et pour compenser la diminution du bicarbonate et pour que l'équation reste normale, pour que le pH reste normal, comme mécanisme de compensation, l'organisme va essayer de se débarrasser du CO2 pour diminuer la concentration du CO2. D'accord? Et on aura une respiration qui est très caractéristique, qui est la respiration de type Kussmaul. D'accord? Donc c'est une polypnée. Consiste c'est une polypnée parce que l'organisme essaie de se débarrasser du PaCO2 pour diminuer la PaCO2 et régler le problème du pH, donc pour que le pH reste normal. C'est un mécanisme qui est rapidement dépassé, mais quand même on aura dans les cas graves une dépression respiratoire suite à cette acidose. Diminution de la contractilité myocardique. L'acidose affecte le muscle strié à se contracter, donc on aura une diminution de la contractilité myocardique. Diminution du tonus vasculaire. Diminution du tonus vasculaire, ça veut dire que cette acidose va altérer notre tonus vasculaire. D'accord? Diminution de la sensibilité aux catécholamines endogènes et finalement un collapsus vasculaire. Donc vraiment une vasoconstriction qui va se manifester par des marbrures. Donc les marbrures, c'est l'un des signes de l'acidose. Les marbrures et le myosis. Donc les marbrures et le myosis, c'est l'un des signes de l'acidose. Ça veut dire que le pH est diminué. Maintenant, les pertes hydroélectrolytiques, donc les pertes hydriques, rappelez-vous, ils sont majeurs, donc on a une déshydratation qui est globale. Elles sont dues à la diurèse osmotique, d'accord? Et on aura aussi, rappelez-vous, une perte de sodium, d'accord? Une perte de sodium. Et on a aussi une perte de potassium. On a déficits électrolytiques sont fréquents et découlent de plusieurs mécanismes. Les pertes de sodium sont dues à la diurèse osmotique, donc à l'élimination des corps cétoniques. Donc sont dus à la diurèse osmotique. Avec les urines, on perd des ions de Na+, à l'élimination des corps cétoniques, parce que les corps cétoniques se lient à un cation de sodium pour être éliminé par le rein, d'accord? Et bien sûr, la diminution de la filtration glomérulaire va stimuler le système rénine-angiotensine-aldostérone. Et vous voyez que le système rénine-angiotensine-aldostérone, c'est un mécanisme de compensation. Il va essayer de réabsorber un petit peu du Na+, et malheureusement contraignant de HK+. D'accord? Donc on aura heureusement une épargnation, d'accord? Il va épargner le Na+, mais malheureusement, il va de l'autre côté se débarrasser d'une molécule de K+, d'accord? Ce qui va encore plus aggraver le déficit. Mais rappelez-vous toujours que la calémie elle peut être normale, peut être basse, peut être élevée. Rappelez-vous que le pouls potassique total dans l'organisme est toujours diminué, d'accord? Le pouls potassique total est toujours diminué. Vous me dites, comment elle est élevée alors qu'on a dit qu'elle est qu'elle est débarrassée donc, par l'organisme au niveau du rein, au niveau des urines? Comme vous savez, quand on a une déshydratation, toutes les choses ou toutes les molécules qui se trouvent au niveau du sang se trouvent concentrées par manque d'eau, d'accord? Et donc la calémie peut être élevée malgré que le pouls potassique total se trouve diminué. Et l'un des principes de la prise en charge, comme on va voir, c'est l'administration du potassium. C'est systématique. D'accord? Très bien. La même chose pour la natrémie. Elle peut être normale, elle peut être basse, elle peut être élevée, mais le pouls de potassium et du sodium se trouve diminué. Passons rapidement le diagnostic clinique. Donc on a une phase initiale qui est la phase de pré-coma. Pourquoi c'est une phase de pré-coma? Parce que s'il n'y a pas une prise en charge, on passe à la deuxième phase qui est la phase du coma. Donc c'est une phase qui est longue sur plusieurs jours et parfois brève. Donc on aura une asthénie progressive. Pourquoi une asthénie? Parce qu'il n'y a pas de rentrée de glucose à l'intérieur des cellules.
n'y a pas de production d'énergie, donc c'est une faiblesse de l'organisme. Donc c'est une asthénie qui est progressive, une anorexie, une polyurie, c'est les signes de l'hyperglycémie, et la polydipsie. On a aussi des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales, c'est les signes de les corps cétoniques. Donc les corps cétoniques, quand ils sont augmentés au niveau du sang, ils donnent ces signes, d'accord? C'est l'augmentation des corps cétoniques dans le sang. Et on aura une polypnée, comme mécanisme de compensation, on a déjà parlé, c'est la respiration de Kussmaul qui est due à l'acidose. On a aussi les signes généraux de déshydratation globale. Vous savez que la déshydratation, on a la déshydratation extracellulaire et la déshydratation intracellulaire. La déshydratation extracellulaire va se manifester par des plis cutanés qui est persistant. Quand on pèse la peau, il y aura un pli cutané qui est persistant, ça veut dire qu'il n'y a pas de souplesse de la peau. On aura aussi un état de collapsus, une oligurie, ça veut dire qu'il n'y a pas de production des urines, mais en cas de diabète, vous voyez qu'il y a une polyurie qui est due à la diurèse osmotique. Et on a la déshydratation intracellulaire qui va se manifester par la sécheresse des muqueuses, la soif, d'accord? Tout ça, ce sont des signes de déshydratation intracellulaire. La polypnée ample et régulière, donc dyspnée en 4 temps de Kussmaul, avec des pauses respiratoires, et bien sûr, le signe aussi qui est caractéristique de l'acidocétose diabétique, c'est l'haleine de type d'odeur cétonimique qui est due à l'élimination de l'acéton dans l'alvéole. Pour le diagnostic biologique, donc c'est ça la définition de notre acidose, c'est acidocétose diabétique, c'est la glycémie qui est supérieure à 2,5, aussi la glucosurie qui est franche. On a l'acidose métabolique, la diminution des réserves alcalines, les réserves alcalines de l'organisme, c'est le bicarbonate. Donc le bicarbonate se trouve diminué. Généralement, c'est inférieur à 15 milléquivalents par litre. 15 millimoles par litre. D'accord? L'augmentation du trou anionique. Qu'est-ce que c'est que le trou anionique? Ben, le trou anionique, c'est tout simplement une équation. Donc le trou anionique, comment il se calcule? C'est le Na+, plus le K+, moins le Cl- plus bicarbonate, HCO3-. D'accord? Donc c'est beaucoup plus les cations moins les anions. D'accord? Les principales cations qui se trouvent au niveau du sang, moins les principales anions. Les principaux anions. Et là, en cas d'acidocétose diabétique, on a dit que les bicarbonates sont diminués. D'accord? Ce qui fait que le rapport se trouve augmenté. D'accord? Donc c'est ça le trou anionique qui est élevé. Corps cétonique bien sûr dans le sérum et dans les urines. Et on a les troubles ioniques donc qui intéressent beaucoup plus le potassium, mais aussi le Na+, le magnésium, le phosphore, etc. Maintenant, qu'est-ce qui déclenche un cas d'acidocétose diabétique? Révélatrice du diabète dans 10% des cas, ça veut dire qu'une personne, elle ne sait pas qu'elle est diabétique, et hop, elle fait une complication, l'acidocétose diabétique, et c'est une révélation de ce diagnostic. Induite chez un patient insulino-récurrent, donc arrêt intempestif de l'insuline. Insulino-récurrent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit injecter de l'insuline. Ça veut dire, si vous comprenez bien, elle intéresse le diabète de type 1. L'acidocétose diabétique en cas de diabète de type 2 est vraiment rare. D'accord? Est vraiment rare. Parce qu'on a déjà dit que l'acidose est due à une carence absolue en insuline. Alors que dans le diabète de type 2, il y a de l'insuline, il y a une résistance. Donc vous comprenez bien que l'acidocétose diabétique survient en cas beaucoup plus de diabète de type 1. Soit arrêt intempestif de l'insuline, l'arrêt il peut être volontaire, généralement chez les adolescents, ils n'acceptent pas leur maladie, d'accord, ils ne prennent pas l'insuline. Soit un arrêt involontaire, ça veut dire une personne qui est âgée, une personne qui a oublié de faire de l'insuline, d'accord. Infection bactérienne urinaire ou bien n'importe quelle infection au niveau de l'organisme, elle peut causer l'acidocétose diabétique. Pourquoi? Parce que les doses d'insuline qui sont mises, comme s'ils sont... quel est le mot? Ils sont
ils ne suffisent pas, ils sont insuffisants. Voilà, donc c'est un déficit relatif. D'accord? Et la grippe, toute infection, augmente le besoin en insuline et donc sont des apports qui sont insuffisants. Toutes les maladies, l'infarctus, la grossesse, donc majoration des besoins en insuline, les médicaments sympathomimétiques et les pancréatites, les traumatismes, les chirurgies, le stress, d'accord? Tout ça sont des facteurs qui augmentent le besoin en insuline et donc ça crée un déficit relatif. Passons maintenant à la pierre angulaire de notre cours, c'est le traitement. Alors, traitement, c'est purement symptomatique, vous voyez bien, mais il y a un traitement spécifique de la cytocétose diabétique. Donc, on doit prise de 2 voies veineuses périphériques, sondage vésical que si le patient est inconscient ou en collapsus, et l'intubation et ventilation au besoin s'il y a une désaturation par exemple. La pierre angulaire dans le traitement, c'est la correction de la déshydratation. Vous voyez bien que la chose la plus grave dans l'acidocétose diabétique, c'est la déshydratation. D'accord? Donc, on doit corriger ce déficit hydrosodé. 10% du poids du corps dans les 24 premières heures. Rappelez-vous que la réhydratation doit être lente. Ça veut dire qu'on ne doit pas donner grande quantité de solution à un patient pour corriger par exemple la déshydratation. Elle doit être lente. Donc, dans les 24 premières heures, soit 80 à 120 ml par kilogramme et 50% dans les 8 heures avec 8 à 10 mmol par kilogramme de Na+. Donc, on doit injecter du sérum qui contient le Na+, dans 1000 ml la première heure, soit 15 ml par minute. Le traitement spécifique de la cytocétose diabétique, c'est une carence profonde, donc on doit injecter de l'insuline, d'accord? Généralement, on utilise, c'est pas généralement, c'est tout le cas, on injecte l'insuline rapide, parce que les autres insulines lentes et intermédiaires, il n'y a pas la forme injectable. Donc c'est l'insuline rapide, il n'y a pas l'insuline par voie veineuse, désolé. Mais l'insuline rapide, il y a la forme par voie intraveineuse. Donc on a l'insuline rapide, insulinothérapie. Donc c'est 0,1 unité par kilogramme par heure, toutes les 6 heures dans du plasma gel. Donc une dose de charge, vous voyez bien, est inutile. Donc on ne doit pas administrer de l'insuline avec grande quantité une seule fois, voire dangereuse. D'accord? Pourquoi dangereuse? On va expliquer un petit peu là, dans le dessin. Quand on injecte, donc là, on a notre plasma. Et là, on a les cellules. D'accord? Par exemple, les cellules nerveuses. On va prendre un exemple. Par exemple, les cellules. Nerveuses. D'accord? Donc là, on a notre sang et là, nos cellules, par exemple les cellules nerveuses. Alors on a dans le sang, dans le cas de l'acidocétose diabétique, une hyperglycémie. Voici les molécules de glucose qui se trouvent en excès dans le sang. Et nous, dans le but de corriger rapidement l'hyperglycémie, qu'est-ce qu'on fait par erreur? On donne aux patients une dose qui est très augmentée de l'insuline. D'accord? Dans le but de réduire de façon rapide l'hypoglycémie. Quand on a une hypoglycémie qui est soudaine dans le sang, ça veut dire que le sang, il n'est pas beaucoup concentré, d'accord? Ça veut dire que le sang se trouve hypotonique. Ça veut dire quoi, hypotonique? Ça veut dire que la concentration est diminuée, d'accord? Il va faire quoi pour augmenter la concentration? C'est le mécanisme inverse de la déshydratation, si vous remarquez. Donc il va envoyer l'eau vers les cellules. Il va envoyer quoi? L'eau à l'intérieur de cellules pour augmenter un petit peu la concentration. D'accord? Et donc, on aura hypertrophie des cellules qui se remplissent en eau. D'accord? Et si ces cellules sont les cellules nerveuses, ça définit notre œdème cérébral. D'accord? Ça définit notre œdème cérébral. Donc, l'une des pierres angulaires du traitement, c'est de corriger la déshydratation lentement et de corriger l'hyperglycémie lentement. D'accord? Très bien. Donc, dangereuse, hypoglycémie secondaire et œdème cérébral. On doit corriger aussi la kaliémie, donc le déficit potassique, et l'apport doit être systématique. Et voici les posologies
du potassium. Et bien sûr, on doit surveiller la glycémie capillaire, la glycosurie, l'acétonurie tous les 3 heures avec un ionogramme sanguin pour les différentes cations qui se trouvent au niveau du sang. Et c'est la fin de notre cours. J'espère que le cours était bénéfique pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à les mettre en barre de commentaires. Mettez un petit like à la vidéo et bien sûr à la prochaine.